La dernière fois, je vous ai parlé de l'organisation politique du mouvement totalitaire. Mais dans mouvement totalitaire, il y a mouvement. Ça parle de voyage tout ça, après tout en allemand. Guide, cela ne se dit pas Führer? Of course! Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter la petite histoire bien connue d'un petit bonhomme qui voulait changer le monde, avec un programme d'enfer pour trouver une solution finale aux grands problèmes de l'humanité. Enfin, comme n'importe quel candidat quoi. Ils veulent tous changer le monde dans leur programme, le changement c'est maintenant, tout ça, hein, mais dans les faits... Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer? Oh, et puis s'il est élu, il va quand même pas cracher dans la soupe quand même, hein. Parce que ce système soi-disant démocratique, ça a quand même bien des avantages quand t'es au sommet. Les dirigeants se disaient que ce petit bonhomme allait s'installer au poste qu'on lui donnerait, qui s'adapterait aux institutions, qui s'inscrirait dans le concert des nations. Les codes institutionnels, ça aide à s'adapter. Vous n'êtes rien de plus qu'un bohémien, caporal. Sauf que ses adversaires, ils n'avaient pas encore appris un élément essentiel du totalitarisme, c'est qu'il est toujours en mouvement. Toujours en mouvement est l'avenir. Et ça, c'est pas du bluff. Totalitaire, ça veut dire pas de compromis. Ma détermination n'a jamais été aussi grande. Si le système n'a pas pour ambition le gouvernement de l'univers, c'est qu'il n'est plus totalitaire. Si le système totalitaire ne peut pas s'installer tranquillement, c'est pour plusieurs raisons. La première étant que ce grand rêve à l'horizon, c'est ce qui permet de galvaniser les masses, de les fédérer et d'être en retour portés par elles, toujours plus loin, toujours plus haut. Et si pour des raisons bassement terre-à-terre, ce grand rêve est mis de côté au profit d'un quelconque statu quo, mais il devient impossible de fédérer les masses dans une marche forcée, et du coup le système s'écroule. C'est ce qui en fait pour Hannah Arendt un pouvoir nouveau et original. Les mouvements totalitaires sont des organisations massives d'individus atomisés et isolés. La fuite en avant, c'est la logique de ce système. Il faut toujours de nouveaux objectifs, des plans quinquennaux, des grands bonds en avant, ça change tout le temps. Dorénavant, tous les Jedi sont des ennemis de la République. Les orthodoxes d'aujourd'hui, ce sont les déviationnistes de demain. Il semble que le destin m'oblige invariablement à me défaire de mes alliés à la fois les plus proches et les plus chers. La logique de mouvement de ce système fait qu'il ne peut pas se stabiliser sur l'échiquier politique. Pas la peine d'essayer de le situer à gauche ou à droite, il est über alles comme disaient les Allemands, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tout. Ce que nous faisons survivra pour des milliers et des milliers d'années. Et vous voulez que quand il accède au pouvoir, il limite lui-même sa propre autorité avec un programme clair, une législation contraignante et une frontière définitive? Mais vous rigolez ou quoi? Toute la législation sera entre les mains du gouvernement, qui aura donc seul le droit de modifier la Constitution. Seul un édifice peut avoir une structure, mais un mouvement, à prendre le terme aussi sérieusement, aussi littéralement que le faisaient les nazis, ne peut avoir qu'une direction. Ce système, il a un but à réaliser. Le peuple me suit. Pourquoi, à votre avis? Et pour atteindre cet objectif de longue haleine, il va falloir qu'il commence par ne pas s'inscrire dans des cadres trop contraignants. Vous êtes un infime rouage. D'accord. Au cœur de cette grande machine qu'est le temps. Je suis pour ma part, disons, le gouvernail. Voyez-vous, j'actionne les rouages. Alors déjà, les promesses, rien ne les empêche de revenir dessus. Rien. Je me moque complètement des promesses, vous le savez. Souvenez-vous de ce que disait Margaret Thatcher, grande penseuse du néolibéralisme économique. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule direction possible. Ça tombe bien, puisque pour chaque système totalitaire, il n'y a aussi qu'une seule direction possible. Ça vous fait déjà un petit point commun avec eux, vous me direz. Sauf que ma bonne dame, eux ils ont quand même la terreur pour faire bouger les gens dans le sens souhaité. Arthas! Imbécile de cheval! Il faut que tu bouges sinon tu vas mourir! Bouge s'il te plaît! Arthas! J'en prie! Cette question du mouvement, elle pose une question. Une vraie question pour le coup. Comment gouverner l'univers, ou enfin un pays pour commencer, sans institutions stables? Parce que la plupart du temps, c'est justement cela qui permet de gérer une population. L'école, l'armée, la police, le Sénat, le corps médical, ce sont des institutions dans le sens que ceux qui y rentrent ne peuvent pas faire n'importe quoi. Par exemple, dans un hôpital, si un médecin constate qu'un de ses collègues viole le serment d'Hippocrate,
Il constate un abus de pouvoir, et à ce moment-là, il a non seulement le pouvoir, mais le devoir de s'opposer, de faire contre-pouvoir. Il y a des règles, il y a des lois. Et si l'autre Toubib, il lui répond qu'il a reçu des ordres venus d'en haut, ça ne change rien pour lui, car personne n'est au-dessus de la loi. C'est valable pour la justice, pour la police ou le conseil des Jedi. On est en démocratie, bordel! Le Sénat décidera de votre sort. C'est moi le Sénat. Pas encore. Voilà pourquoi, selon la philosophe, les systèmes totalitaires n'auraient pas d'institutions au sens strict du terme, mais plutôt des services tous soumis à un même pouvoir. Exécutez l'ordre 66. Oui, monseigneur. Chacun ne fait qu'appliquer des directives venues d'en haut pour, depuis sa place, faire avancer ce grand mouvement général. C'est comme ça que ça marche, voilà, pas de discussion. Vous avez absolument raison. Ça, c'est mon idée de la démocratie. Et pour réduire encore la marge de manœuvre de ces différents services, on les fait s'opposer entre eux, parce que vous connaissez la recette, quand deux forces s'opposent, elles s'annulent. Ça laisse la place au chef pour jouer les arbitres et décider lequel de ces services est voué à incarner la volonté de la direction. Et pour combien de temps, mais sans jamais laisser s'installer une forme de hiérarchie qui stabiliserait à terme l'édifice. Tue-le, maintenant. Ce que cette idée du mouvement implique aussi, c'est que le système totalitaire n'est pas spécifiquement lié à une population. Le mouvement n'est pas au service de la population, c'est plutôt l'inverse en fait. Je n'ai que faire des conditions indispensables à la survie la plus élémentaire de notre cher peuple allemand. Bien au contraire, je suis persuadé qu'il vaut mieux détruire ces choses-là. Les industries ou les richesses naturelles d'un pays, ce n'est qu'une source de pillage pour le mouvement totalitaire. Il a une nation comme on aurait un cheptel d'esclaves. Comme un conquérant étranger, le dictateur totalitaire considère les richesses naturelles et industrielles de chaque pays, y compris le sien, comme une source de pillage et un moyen de préparer la prochaine étape de l'expansion agressive. Je vous ai toujours pas parlé d'un système totalitaire qui a le vent en poupe en ce moment, la Chine communiste. Et le guide de ce mouvement, c'est Mao Tse-tung, c'est le grand timonier, le type qui est au gouvernail si vous voulez. Personnellement, il fait un petit peu penser à Lord Baelish dans Game of Thrones. Tout est possible, tout peut arriver en même temps d'un coup d'un seul. Vis ainsi et tu ne seras jamais prise de court. Parce qu'à chaque fois qu'il se dégageait une figure montante du parti communiste chinois qui pouvait structurer un tant soit petit peu le mouvement, Mao Tse-tung il lui mettait tout le monde à dos. Et parmi tout un tas de grandes chimères irréalisables qui ont marqué son grand règne, je me contenterai d'effleurer un point parmi d'autres, le grand bond en avant. Continue, nous voulons des faits. Ah pour les fesses c'est pas bien compliqué. Développer économiquement la Chine en collectivisant les terres et en foutant des usines en plein milieu de nulle part dans la cambrousse, en boussant tout avec des objectifs économiques complètement impossibles à atteindre que même les soviétiques n'auraient pas osé donner. Par exemple, en l'espace de 10 ans, pas un de plus, Mao voulait faire passer la Chine de ça Qui est ce vilain? à ça. Pour le grand bond en avant, je vous mets dans la description un lien vers la chaîne Horror Humanum Est, et qui vous expliquera en 2 minutes beaucoup mieux que moi comment un tel bond a été possible. Vous pouvez foncer, c'est de la bonne. Tu es malhonnête. Non, c'est vraiment de la bonne. Pour la question qui nous intéresse aujourd'hui sur le mouvement, le grand bond en avant, question avancée, en plus de détruire l'environnement et de plomber net l'économie, ça fait entre 10 et 30 millions de morts de faim. Une bagatelle. Mais qui pouvait s'opposer à cela, s'il vous plaît? Mao Tse-tung, il purgeait régulièrement son entourage pour ne pas qu'un contre-pouvoir s'installe. Cela aurait fini par embourgeoiser le mouvement, vous comprenez, et tout le monde sait que les bourgeois sont des salauds de conservateurs. Faut trouver suffisamment de gars désœuvrés et frustrés, balancer quelques slogans, et on s'en fout si ça veut rien dire. Par exemple, feu sur le quartier général. Voilà un bon slogan. En 2 temps 3 mouvements, les masses elles foncent, et t'es le chef au gouvernail. Les gardes rouges s'exécutent. Les dirigeants communistes, petits ou grands, sont à leur merci. Et en faisant mes recherches là-dessus, j'ai découvert que l'actuel président de la Chine, Xi Jinping, son père, c'était justement un proche de Mao. Alors vous vous en doutez, le petit bonhomme, il a pas connu une enfance très facile. Le père de Xi Jinping est violemment persécuté, exhibé au cours de séances d'autocritique de masse. Le jeune Xi Jinping passe du statut de privilégié à celui de traître. Les purges, voilà une grande tradition soviétique. Un moyen de faire des économies quand on n'a pas de thunes pour ramifier les services à volo comme les Allemands. Ça permet de renouveler les emplois, de créer des promotions, c'est pas mal.
Alors tombez pas dans le panneau. L'orientation du parti, elle est beaucoup plus arbitraire qu'il veut bien nous le dire. L'important pour lui, c'est que les choses bougent, que les gens soient en marche, qu'il y ait du mouvement. Et si jamais on a besoin d'eux, on ira les chercher à la campagne, voilà tout. Il est envoyé vivre à la campagne comme des millions d'autres jeunes instruits que Mao veut faire éduquer à la dure par les paysans. Le mouvement, il voit le bon côté des choses. Les gens, ils sont beaucoup plus fidélisés et malléables s'ils sont tout le temps sous pression. Si la République démocratique de Chine n'a pas colonisé Uranus dès 1967, c'est juste parce que les masses n'ont pas été suffisamment efficaces, à cause des traites, des indécis, des contre-révolutionnaires. Mais les objectifs, eux, ils étaient tout à fait réalisables avec de la bonne volonté. Bon, au moins entre-temps, les masses, elles auront pris de bonnes habitudes. C'est toujours ça de prix. Chaque citoyen dispose d'un capital de 1000 points. Et à chaque action, dans sa vie privée ou professionnelle, dans la rue, sur son compte bancaire ou sur les réseaux sociaux, il risque une sanction ou une récompense, et donc des gains ou des pertes de points. Alors attention, si la volonté du chef s'exprime dans des termes vagues, ce qui est souvent le cas, il faut l'admettre, attention à ne pas comprendre de travers. Attention. Il me semble m'être exprimé dans un langage on ne peut plus clair et net. À la mort du guide, vous vous doutez bien qu'il reste plus grand monde dans son entourage pour penser et encore moins pour le supplanter en charisme. C'est une tragédie. Dans le Psychoquack sur le transgénérationnel, on avait eu l'idée de vous parler des problèmes de famille du capitaine Haddock dans Tintin, mais là, en Chine ou en Corée du Nord, la question transgénérationnelle, elle est valable, mais à un autre niveau, bien supérieur. Contrairement à ce qu'avait observé la philosophe de son temps avec l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique, la Chine et la Corée du Nord nous montrent que le mouvement totalitaire peut très bien survivre à la mort du guide. En préparant cette vidéo, ça a été une réelle surprise pour moi. J'imaginais qu'à part au Népal, le mouvement maoïste il avait été complètement remis au placard. Mais apparemment, peut-être qu'il va en sortir avec un nouvel avatar. Pour prouver qu'il est un bon enfant de Mao, il redouble d'efforts pour s'imprégner des discours de Mao. Dès qu'il parle, le discours de Mao sort tout seul. Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort ?